Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire de la Maison de la Prévention Santé de Narbonne. Aujourd'hui, nous recevons Marine Biazon qui vient nous faire la deuxième partie de son intervention sur les bienfaits des micronutriments. La première partie est à retrouver sur la chaîne YouTube de la Maison de la Prévention Santé. Et voilà, et le replay de cette intervention sera aussi présent là-bas. Voilà, Marilyn, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Donc, comme prévu il y a un mois, mais on a eu un petit souci technique, je vous propose de poursuivre la réflexion qu'on avait démarrée ensemble le 25 février. Donc, autour de l'intérêt des bienfaits des micronutriments, avec cette fois-ci l'idée de souligner donc l'importance de ces petits éléments microscopiques présents dans nos aliments par centaines, en complément des macronutriments que sont les protéines, les lipides et les glucides. Donc à l'inverse de la fois précédente, où nous avons ouvert la discussion à partir de la découverte historique des vitamines, en soulevant leur rôle fondamental, mais également très varié dans le corps, nous allons aujourd'hui parler des sources alimentaires, des apports spécifiques de groupes d'aliments bien particuliers. Alors, je vous propose de regarder la diapositive 2 pour partir des groupes alimentaires généraux. Donc, on en entend parler assez régulièrement. On peut les décrire en 7 groupes. Donc là, vous avez sous les yeux la pyramide alimentaire du Programme national nutrition santé. Vous voyez à la base de la pyramide alimentaire les boissons, avec une recommandation d'environ 1,5 litre d'eau par jour. En second lieu, vous voyez les féculents conseillés à chaque repas, 4 à 6 parts. Nous voyons les 5 fruits et légumes par jour, très, très réputés, donc pareil, également à chaque repas et plutôt plusieurs portions par repas. Et enfin, nous voyons les produits laitiers par jour, 2 à 4 parts en fonction de l'âge. Ensuite, les viandes, poissons et œufs, recommandées à la consommation une fois par jour. Les matières grasses, limiter la consommation. Et enfin, les produits sucrés. Donc, je vous propose maintenant d'aller à la diapositive 3 pour voir un petit peu les sous-familles qui peuvent se cacher sous ces grands groupes alimentaires généraux. Donc les sous-familles sont extrêmement riches nutritionnellement parlant, et si la répartition des groupes alimentaires généraux nous aide à avoir des repères quantitatifs, en grande ligne, ça ne nous suffit pas à souligner l'importance de la diversité et de la qualité des aliments, de façon plus spécifique. Donc c'est l'intérêt de parler des micronutriments. Donc nous pouvons pour cela évoquer des sous-familles d'aliments très particulières et qui sont riches nutritionnellement parlant, que j'appellerais des concentrés de micronutriments. Donc sur cette diapositive numéro 3, vous voyez des aliments facilement identifiables et disponibles naturellement, entre guillemets, c'est-à-dire sans l'aide de compléments nutritionnels industriels. Je vais nommer pour commencer, dans la famille des fruits, les agrumes, les fruits rouges, les fruits à coque, les fruits oléagineux. 3 points de suspension, il y en a d'autres bien sûr. Dans la famille des légumes, nous pouvons voir les choux, les légumes-feuilles, les racines, les gousses, et à nouveau 3 points de suspension, il y a d'autres sous-familles dans cette famille. Encore dans le règne végétal, mais en dehors des fruits et légumes, nous trouvons les légumineuses, les aromates, les épices, les graines, les germes, les algues. Au-delà du règne végétal, nous trouvons les levures, les champignons. Et pour finir, dans le règne animal, nous pouvons souligner des sous-familles un peu plus spécifiques, que sont les fruits de mer, les poissons bleus, les abats. Voilà. Donc, comme je vous disais à l'instant, des sous-familles qu'il est intéressant d'identifier. Et voilà. Et c'est important de leur donner un petit peu plus d'importance dans notre alimentation que simplement fruits ou simplement légumes.
Donc développons aujourd'hui 6 de ces sous-groupes, parce que vous avez vu qu'il y en a beaucoup de ces sous-familles. Donc on va en développer 6 particulièrement riches en micronutriments, très nutritifs pour notre organisme. Je vais parler des fruits rouges, je vais parler des fruits à coque, je vais parler des choux, je vais parler des légumineuses, je vais parler des graines et des germes, et je vais parler des fruits de mer. Donc, allons en diapositive numéro 4. Donc pour débuter, à creuser un petit peu ces concentrés de micronutriments, on peut voir que dans la famille des fruits rouges, on trouve, on les appelle également des baies, on trouve donc des mûres, du cassis, de la myrtille, de la framboise, des fraises, des groseilles, des cerises, des canneberges, des érelles et du sureau. Donc c'est vrai que là en ce moment c'est particulièrement la période des fruits rouges, et ce qui est très intéressant nutritionnellement parlant, c'est que dans cette famille on trouve beaucoup de fibres, pas mal de minéraux et de vitamines qui sont un peu différentes à chaque fois. Donc je vais encore aller plus en détail dans la famille des fruits rouges en prenant un exemple tout à l'heure. Et ils contiennent très régulièrement beaucoup d'antioxydants, donc sous forme de vitamine A, de vitamine C, de vitamine E, et aussi de polyphénols, ce qu'on appelle les tanins. Parfois on en entend parler par rapport au vin par exemple. Donc en plus de cela, les fruits rouges sont peu caloriques, avec un indice ou un index, on peut dire les deux, un indice glycémique bas, c'est-à-dire que malgré le rapport en glucides, l'élévation de la glycémie dans le sang reste basse, et donc ça c'est très intéressant pour l'organisme. Alors, allons en diapositive 5 pour prendre l'exemple du cassis, qui a une teneur nutritionnelle pour 100 g de fruits de 5,8 g de fibres. C'est 2 fois plus qu'un fruit classique. Et ça couvre 20% de la VNR. La VNR, c'est la valeur nutritionnelle de référence. Donc vous avez vu que j'ai mis une petite étoile en bas de la diapositive pour vous montrer où trouver ça. C'est l'autorité européenne sanitaire de l'alimentation qui définit ces valeurs nutritionnelles de référence, c'est-à-dire les besoins de notre corps, et c'est souvent variable entre les hommes et les femmes, et aussi en fonction de son âge. Donc à chaque fois que je vous parlerai de VNR aujourd'hui, c'est vraiment une VNR moyenne, on va dire, voilà, c'est-à-dire pour un âge moyen. Ni pour des seniors, ni pour des enfants, entre les deux, puisque les besoins évoluent, mais je ne peux pas vous parler très en détail voilà, de chaque VNR aujourd'hui. Donc retenons quand même que le cassis, comme d'autres fruits rouges, sont très riches en fibres, ce qui nous intéresse beaucoup, on va voir tout à l'heure pourquoi. Ils sont très riches également en potassium, donc 330 mg, c'est 16% de la VNR, donc voilà, c'est conséquent. Du cuivre, du fer. Donc ça, c'est pour la partie minérale. Pour la partie vitaminique, on retrouve 180 mg de vitamine C. Donc vous voyez 226% de la VNR, c'est-à-dire 2 fois et demi nos besoins en vitamine C pour une journée. Donc très riche en vitamine C. Vitamine E, 2,1 mg, 17%, B5 et B6. Bon, mon intérêt, c'est pas forcément de vous faire connaître en détail la composition, mais plus la proportion à laquelle ça correspond et ce que ça couvre de nos besoins. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a vraiment un apport en vitamine C très fort qui peut nous intéresser beaucoup. Alors pourquoi? On va voir en diapositive numéro 6. Dans toutes les cellules de l'organisme, quotidiennement, il se passe des phénomènes qu'on appelle stress oxydatif, c'est-à-dire que c'est le vieillissement naturel de la cellule. Donc vous voyez à gauche une cellule normale,
puis au centre, une cellule attaquée par des radicaux libres, quotidiennement, naturellement, dû à plusieurs raisons. Et puis pour finir, une cellule avec stress oxydatif, c'est-à-dire qui a complètement été attaquée par les radicaux libres. Donc évidemment, c'est le cycle naturel de la cellule, hein, elle est vouée à, voilà, à mourir, entre guillemets, et puis d'autres cellules renaissent. Mais en attendant, le stress oxydatif peut être ralenti. Donc c'est ce que j'ai schématisé par le petit sens interdit bleu, pour vous expliquer que ce qui se passe quand on a beaucoup de vitamine A, de vitamine C ou de vitamine E, c'est que ces radicaux libres sont attaqués à leur tour, ils sont annulés en quelque sorte, ce qui ralentit considérablement le cycle du stress oxydatif. Donc concrètement, pour notre corps, ça signifie quoi? Ça signifie que les fruits rouges ont des vertus antioxydantes, qu'elles empêchent donc l'oxydation des cellules, elles empêchent l'état inflammatoire de l'organisme, et ça permet de protéger des maladies cardiovasculaires et également de certains cancers. Donc on poursuit en diapositive 7 pour voir le mécanisme précis biochimique de la vitamine C et de la vitamine E. Voilà, c'est à mon avis peut-être intéressant pour certains de voir comment ça fonctionne. Voilà, je sais que moi j'avais trouvé ça intéressant de comprendre précisément ce qui se passait pour mieux saisir cet intérêt. Donc vous voyez sur cette photo un schéma de membrane cellulaire, avec donc toutes les molécules qui se transforment voilà, de façon courante en permanence. Et donc en bas en rouge, on voit la fabrication des radicaux libres. Suite à une cascade de réactions, ces radicaux libres se créent, c'est logique, mais on voit tout de suite au-dessus, dans le premier cercle jaune, la vitamine E qui va capturer ce radical libre et le transformer, si bien qu'il ne va plus être oxydant. Et au-dessus, à son tour, la vitamine C qui va dépolluer la vitamine E et définitivement libérer une substance tout en haut, le NAD+, là, qui permet de dépolluer des radicaux libres. Donc voilà, une petite explication pour voir vraiment en détail le fonctionnement biochimique des micronutriments. Et puis, comme on en avait parlé à la diapositive précédente, l'impact après général que ça peut avoir sur l'organisme. Donc allons voir maintenant en diapositive 8 une deuxième sous-famille. Donc je trouve qu'il est important de faire un focus sur les fruits à coque. D'ailleurs, c'est une sous-famille qui a été mise en lumière particulièrement dans ce 4e plan national nutrition santé. Donc on recommande d'en consommer tous les jours, voilà, une petite poignée. Donc il s'agit des amandes, des noix, des noisettes, de la noix de coco, du pignon, de la noix du Brésil, des noix de macadamia, de la châtaigne, de la noix de cajou, de la pistache. Donc chacune a un intérêt nutritionnel propre, hein. Ils sont un petit peu différents, tous ces fruits à coque, mais dans la généralité, dans la globalité, on remarque qu'ils contiennent des quantités signifiantes d'acides gras de bonne qualité. Donc ça, les acides gras, ce sont des graisses. C'est important de savoir qu'on a vraiment tendance à en consommer trop peu. Donc même si on entend dire hein, qu'il ne faut pas consommer trop de graisse, il ne faut pas non plus en consommer trop peu, et surtout les acides gras polyinsaturés, c'est-à-dire ceux qui sont de bonne qualité et qui ont un impact sur l'organisme intéressant. Alors on pourrait dire finalement qu'il vaut mieux augmenter notre quantité de bonne graisse et diminuer notre quantité de mauvaise graisse. Voilà. Pour remplacer l'ancien message qu'on entendait peut-être plus régulièrement, qui était de baisser notre quantité de graisse consommée. Il y a à nouveau beaucoup de fibres dans les fruits à coque. Il y a des protéines, ce qui peut être très intéressant. Il y a des minéraux, notamment calcium, potassium,
sodium, phosphore, fer, zinc, magnésium. Et les vitamines que l'on retrouve dans cette sous-famille sont les vitamines B et E. Alors, allons en diapositive 9 pour voir l'exemple de la noix, qui a une teneur nutritionnelle pour 100 grammes, que je vais vous décrire en bleu foncé. Mais vous voyez qu'à côté, j'ai rajouté une portion de 30 grammes, qui équivaut à une petite poignée, parce qu'il faut quand même bien tenir compte du fait que les aliments, on ne les consomme pas forcément dans la même quantité. Par exemple, on va pouvoir manger peut-être beaucoup de concombres, on ne va pas manger autant de noix. Voilà. Tout à l'heure, on parlera des épices, c'est pareil, on ne peut pas manger 100 grammes d'épices, c'est plutôt des histoires de 5 grammes, de 10 grammes. Donc là, j'ai vraiment rapporté la teneur nutritionnelle de ces noix à une portion consommable quotidiennement, quelque chose qui ressemble à ce qu'on mange. Donc vous voyez qu'il y a quand même 16 grammes de protéines dans les noix, ce qui est vraiment très conséquent, hein. Ça se rapproche de la viande, même si ce n'est pas les mêmes acides aminés, en quantité en tout cas, c'est très conséquent. Et on retrouve donc 100 grammes pour une portion de 30 grammes. Les fibres, 6,7 grammes, ça donne 2 grammes pour une portion de 30 grammes, pareil, c'est conséquent. Et là, vous voyez donc que pour les acides gras polyinsaturés, on est à 100 grammes de noix, à 43,6 grammes d'acides gras polyinsaturés, c'est énorme, dont 7,5 d'oméga 3 à longue chaîne. Très très important. À côté, je vous ai noté que ça correspondait à 1000% de l'apport minimal conseillé par l'EFSA. Donc évidemment, on ne mange pas, encore une fois, 100 grammes de noix tous les jours, mais vous comprenez pourquoi on dit que les noix sont vraiment très intéressantes pour la santé, et notamment pour le système cardiovasculaire. Donc si on divise en 3, pour arriver à 30 grammes, ça ferait quand même déjà 300% de l'apport minimal conseillé par l'EFSA, donc ce qui est vraiment intéressant. Le phosphore, 360 mg, c'est égal à 150% de la VNR, et si on revient à une portion de 30 grammes, 45% de la VNR. C'est quand même la moitié de ce dont on a besoin tous les jours. Donc c'est très conséquent, puisqu'évidemment tous les autres aliments vont aussi nous apporter des éléments. Mais déjà, rien qu'à elle seule, la petite poignée de noix nous amène la moitié de nos besoins en phosphore. Le potassium, 430 mg, c'est-à-dire 16,5% de la VNR. Le magnésium aussi, de façon conséquente, 140 mg, c'est-à-dire 12% de la VNR pour une petite portion de 30 grammes. Du calcium, de la vitamine E, de la vitamine K1, de la vitamine B9. Donc vous voyez vraiment la richesse de cet aliment. En bas de la diapositive, je vous ai mis une petite référence, je l'avais déjà mis pour le cassis. C'est la table SICAL 2020. Donc la table SICAL, elle est éditée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments. Donc vous pouvez les retrouver sur Internet, ça vous dit ce que contiennent les aliments. Voilà. Et vraiment, on va dire, de façon validée par plusieurs études. Voilà. Parce que parfois, on peut trouver sur Internet un peu tout et n'importe quoi. Il y a des, on va dire, des valeurs nutritionnelles qui sont annoncées de façon un petit peu voilà, hasardeuse. Donc là, c'est vraiment la référence nationale. Alors, les vertus de ces fruits à coque en diapositive 10, on voit qu'elles sont multiples. Il y a toujours l'activité antioxydante et anti-inflammatoire, parce qu'il y avait la vitamine E. Vous vous en rappelez, donc qui ressemble à la vitamine C de tout à l'heure, des fruits rouges. Ça stimule également le système immunitaire, ça joue contre le contrôle de l'appétit, et ça stimule le système cérébral. Donc ça, c'est aussi par rapport à l'effet des acides gras polyinsaturés. Et concrètement, pour notre organisme, ça signifie quoi? Que ça lutte contre les maladies cardiovasculaires, contre l'éventuelle apparition ou la préparation
des maladies cardiovasculaires. Ça permet aussi d'équilibrer la glycémie. Donc la glycémie, ben voilà, ça joue dans le diabète, mais aussi dans d'autres choses. Ça permet aussi d'équilibrer la prise de poids par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le contrôle de l'appétit. Et ça aussi, ça lutte contre les maladies du foie et notamment les maladies inflammatoires. Et puis, l'intérêt pour l'ostéoporose et également pour le stress. Donc ça, ce serait plutôt l'apport des minéraux, hein, phosphore, magnésium, calcium. Tout ceci joue en faveur de cela. Donc, allons en diapositive 11, toujours pour avoir un petit exemple biochimique pour ceux qui ont envie de savoir comment ça marche vraiment au plus près des molécules. Donc vous voyez à nouveau le bord d'une membrane cellulaire, là en haut, les deux tirets parallèles roses. Et on voit que l'EPA et le DHA, qui sont des acides gras polyinsaturés, entourés en jaune donc, ils vont lutter contre l'inflammation des molécules de la membrane. Donc vous voyez la petite molécule AA qui a tendance à se transformer en PGE2, TXEA2, bon, peu importe le nom des molécules, mais ces flèches rouges qui nous montrent la tendance à l'inflammation, eh bien on voit comment les molécules de EPA et de DHA viennent bloquer, interdire en quelque sorte cette transformation des molécules qui créerait de l'inflammation. Voilà. Donc poursuivons maintenant en diapositive 12 avec la troisième sous-famille que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui me semble encore une fois très importante à souligner, très accessible par chez nous, très facile à faire pousser dans son jardin, très accessible également financièrement, c'est souvent peu cher les choux. Donc les brocolis, les choux de Bruxelles, le chou chinois, le chou cabu, le chou commun, le chou-fleur, le chou rave, le chou rouge, le chou paumé et bien d'autres. Ils sont très très riches en fibres, riches en vitamine C, riches en vitamine K, en potassium, en calcium, en phénol. On a parlé tout à l'heure, voilà, on a déjà parlé tout à l'heure des phénols qui sont antioxydants. Et ils sont à nouveau, ce groupe-là, contrairement aux fruits à coque, mais par contre, comme les fruits rouges, très peu caloriques, avec un index glycémique bas. Donc très intéressant pour l'organisme. Prenons l'exemple du chou vert en diapositive 13. Donc on voit que le chou vert a une teneur nutritionnelle pour 100 grammes que j'ai indiqué en bleu marine. Et à nouveau, j'ai fait un ratio pour des portions plus fortes, parce que 100 grammes de légumes, voilà, c'est une petite quantité. En fait, on arrive souvent à manger 200 grammes de légumes, voire plus, hein, parfois. Donc en tout cas, c'était pour rapporter ça à la réalité des portions qu'on peut consommer quotidiennement. Donc c'est 3,3 grammes de fibres pour 100 grammes. Et bien si je les multiplie par 2, parce qu'on consommerait sans doute 200 grammes de choux, on arriverait au quart de la valeur nutritionnelle recommandée par jour. Donc très conséquent. Le potassium, 130 mg, ça nous donne environ 13% de la valeur nutritionnelle recommandée. Le calcium, 48 mg, 13%. Bon, voilà, c'est pas négligeable hein, quand on sait que on a déjà pas mal d'apports dans les produits laitiers. Voilà, on peut entendre aussi que dans les légumes feuilles notamment, et donc aussi les légumes choux, eh bien, on trouve pas mal de calcium. De la vitamine A, donc là à nouveau très conséquent, vous voyez 32%, c'est le tiers de notre apport quotidien. De la vitamine K1, donc 10 microgrammes, pardon, ça fait 25%, 26% de la valeur nutritionnelle recommandée. De la vitamine C, 30%, donc très conséquent. Par contre, il faut noter
que la vitamine C, elle est thermosensible, c'est-à-dire qu'elle est détruite par la chaleur à environ 50%, tout dépend combien de temps on cuit l'aliment et à quelle température, mais en tout cas, on sait que voilà, si on mange du chou cru, on en bénéficie à 100%. Si on le mange cuit, ben voilà, c'est divisé environ par 2. Donc là, ça ferait 15% de la valeur nutritionnelle recommandée. Et puis de la B9, 12%. Donc allons en diapositive 14 pour voir que ces choux, ils ont à nouveau des vertus antioxydantes décidément très, très importantes. Hein, cette action de lutte contre l'inflammation des cellules, de lutte contre l'oxydation des cellules. Et aussi les choux, une action drainante avec leurs fibres. Donc tout cela contribue à réduire l'oxydation des cellules, à réduire l'état inflammatoire, à drainer, à stimuler la flore intestinale. On en avait parlé l'an dernier, je pense qu'on en reparlera à la rentrée. La flore intestinale qui est très importante dans la digestion, vous le savez, et dans l'équilibre de l'organisme, et qui est nourrie par les fibres. Donc plus on apporte des fibres, notamment des bonnes fibres, donc là par exemple dans les choux c'est l'idéal, et plus on nourrit la flore intestinale, et plus les bactéries de l'intestin stimulent à la fois notre système immunitaire et bien d'autres fonctions dans l'organisme. Donc tout cela a pour impact général de limiter le développement de certains cancers, de limiter le développement des maladies cardiovasculaires à nouveau, mais aussi des maladies liées au vieillissement. Donc par exemple la maladie d'Alzheimer. En diapositive 15, j'ai voulu faire un rappel sur les fibres qui sont des prébiotiques. Donc c'est ce que je commençais à développer un petit peu tout à l'heure par rapport à la flore intestinale. Vous savez qu'il y a des prébiotiques et des probiotiques. Les prébiotiques, ce sont les molécules qui nourrissent les bactéries déjà présentes dans l'intestin. Les probiotiques, ce sont des nouvelles bactéries que l'on amène dans l'intestin. Les nouvelles bactéries qu'on amène dans l'intestin, elles ont du mal à s'implanter en général. Il est préférable de nourrir les bactéries déjà présentes et de favoriser le développement des bonnes bactéries et de limiter le développement des mauvaises bactéries. Donc vous voyez là en haut à gauche qu'il y a 3 espèces de bonnes bactéries qui nous sont soulignées là, hein. Il y en a beaucoup plus après en réalité, et qu'il y a d'autres espèces qui sont un peu moins bonnes. Et donc quand on nourrit ces bonnes bactéries, donc par exemple, en haut à gauche, entouré en jaune, voilà, on comprend qu'il y a l'apport d'une alimentation équilibrée, notamment de beaucoup de fruits et légumes. Eh bien, ça apporte des glucides non digestibles, des oligofructoses, des fibres, des prébiotiques. Ça modifie la flore intestinale. Et secondairement, vous voyez sur l'intérieur du schéma, donc une fois que la lumière intestinale est traversée, une fois qu'on passe vraiment à l'intérieur de l'organisme, on voit la cascade sur la droite de bonnes réactions qui sont engendrées par ces consommations de fibres. Donc ça réduit la lipogénèse, c'est-à-dire la formation des cellules lipidiques, ça réduit l'inflammation, donc tout ça dans le foie là-haut, ça réduit la stéatose, ça augmente la sensibilité à l'insuline, donc ça c'est très intéressant, ça diminue l'inflammation, ça diminue l'infiltration des macrophages, donc le système inflammatoire, hein, enfin pas inflammatoire, je trouve plus mes mots. En tout cas, c'est le système de défense de l'organisme, voilà, ça lui permet d'être stabilisé. Ça diminue l'inflammation, donc là on voit dans le muscle, et ça augmente la sensibilité à l'insuline. Là encore une fois, c'est intéressant parce que ça veut dire que le sucre ne va plus se retrouver dans le sang, mais plutôt dans les organes, et c'est bien l'objectif de l'alimentation du corps. Donc allons en diapositive 16 pour poursuivre sur la 4e famille, qui est la famille des légumineuses. Donc là, j'ai mentionné haricots blancs, haricots rouges, haricots noirs, flageolets, lentilles, pois cassés, pois chiches, et il y en a d'autres bien sûr, avec un intérêt majeur, c'est qu'ils sont riches en protéines de très bonne qualité, parce qu'ils complètent
les acides aminés des céréales. C'est-à-dire que les acides aminés des céréales plus les acides aminés des légumineuses vont faire une protéine complète, c'est-à-dire comme de la viande. Avec ça, on a des fibres, avec ça, on a des minéraux, et avec ça, on a des vitamines. Donc encore une fois, un groupe alimentaire vraiment facilement accessible, pas cher, et qui nous fournit vraiment énormément de choses. Et là, c'est une famille qui est vraiment délaissée, hein, les légumineuses, globalement, en France. Donc intéressant de noter qu'on peut facilement compléter son alimentation de façon peu chère et locale aussi, parce qu'il y a des productions de légumineuses facilement en France. Alors, passons à la diapositive 17. J'ai pris l'exemple des lentilles blondes, et encore une fois, j'ai pris une teneur nutritionnelle pour 100 grammes, parce que c'est toujours comme ça que c'est indiqué en diététique, donc en bleu foncé, cuit. C'est important aussi de le mentionner, parce que c'est pas la même chose que quand c'est cru. Et j'ai pris une portion en clair, en bleu clair, de 200 grammes, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble plutôt à une assiette complète, quelque chose qu'on pourrait consommer. Évidemment, ça dépend de l'appétit de tous, et puis certains peut-être feraient 300 grammes pendant que d'autres feraient 150, mais c'est une portion moyenne. Donc on voit que les protéines végétales des lentilles blondes amènent 9,7 grammes de protéines, c'est-à-dire la moitié d'un steak, si elles sont associées avec un produit céréalier. Ça, c'est juste pour 100 grammes. Donc si on arrive à 200 grammes, on est à la quantité d'un steak. Les fibres, c'est 6 grammes, donc ça correspond à la moitié de l'apport nutritionnel attendu dans la journée. Donc très conséquent, les légumineuses. Le potassium apporte 25% de la valeur nutritionnelle recommandée. Le zinc, 22%, encore des beaux chiffres, hein, un quart de ce qui est attendu dans la journée. Du calcium, là, un peu plus faible, 8%. Du fer, 25%. On sait que le fer n'est pas le même que le fer héminique qui est présent dans les viandes, mais en attendant, il est présent et il est à prendre. Donc du magnésium et aussi des vitamines B9 et A. Donc je poursuis en diapositive 18 pour vous parler des vertus des légumineuses qui vont ressembler à celles du chou parce qu'il y a beaucoup de fibres, plus des petites spécificités. Donc ça va jouer dans la construction des cellules, ça c'est par rapport à l'apport en protéines. Et puis ça va stimuler la flore intestinale en diminuant l'inflammation, en renforçant le système immunitaire, en régulant la glycémie. Donc globalement, cette fois-ci on voit dans la partie orange que l'impact général que ça a sur le corps, c'est que ça régule la satiété, on a moins faim quand on consomme des légumineuses. Ça limite l'apport de graisses saturées par rapport à la viande, c'est anti-cancer et ça lutte contre le diabète et la stéatose du foie. Donc encore une fois, une famille vraiment très intéressante à favoriser dans notre alimentation. Allons voir maintenant, en diapositive 19, les graines et les germes. Donc j'ai mentionné par exemple sésame, lin, pavot, tournesol, courge, chia. Je rajoute les germes parce que les germes, c'est donc la petite partie qui est au cœur de la graine et qui renforce et qui renferme énormément de micronutriments. C'est un petit peu la réserve de la graine étant elle-même la réserve de la plante. Donc on comprend pourquoi ce sont des choses qui peuvent être extrêmement riches nutritionnellement parlant. Donc les graines sont toutes différentes, hein, comme beaucoup d'aliments. Les points communs qu'on peut trouver à ce groupe, à cette sous-famille alimentaire, c'est d'être riche en fibres à nouveau, en acides gras de bonne qualité. D'ailleurs, c'est à partir des graines qu'on fait les huiles, hein, donc on n'est pas étonné d'y trouver beaucoup de graisse. Des minéraux et de la vitamine E, puisque la vitamine E, elle est associée, elle est liposoluble, donc elle aime être en présence de graisse.
Donc en diapositive 20, on va voir l'exemple des graines de lin. Donc teneur nutritionnelle pour 100 grammes comme d'habitude, et moi j'ai fait un rapport pour 10 grammes, quelque chose qui serait de l'ordre d'une cuillère à café bombée qu'on peut rajouter sur différents aliments, dans du pain, sur une soupe, sur une salade. Voilà, on ne va pas consommer 100 grammes de graines de lin, ce serait beaucoup. Donc on voit que les oméga 3 sont présents à 16,7 grammes, donc c'est énorme. Calcium 228 mg, énorme également. Pas mal de fer, puisque même pour 10 grammes, on est à 10% de la valeur nutritionnelle recommandée journalière. Du magnésium, puisque même à 10 grammes seulement de graines de lin, on est à 10%. Du sélénium, du potassium, du phosphore, plein de vitamines, vitamine K, vitamine B3, vitamine B9. Donc vraiment des apports conséquents. Alors, les vertus de ces graines, encore une fois, activité antioxydante. On a bien entendu là depuis le début que les fibres et les acides gras polyinsaturés ont cette vertu-là. Donc associés, ils sont a fortiori antioxydants et anti-inflammatoires. La stimulation du système immunitaire, le contrôle de l'appétit, stimule le système cérébral. Donc ça nous permet de façon générale de lutter contre les maladies cardiovasculaires, de lutter contre le déséquilibre glycémique, en causant le diabète, mais pas seulement, de lutter contre la prise de poids, de lutter contre les maladies du foie, l'ostéoporose et le stress. Donc c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de choses. Alors on tourne souvent, vous avez vu, autour des mêmes pathologies, mais voilà, ça peut paraître logique que les sous-familles aient un impact sur les maladies qui sont en lien avec le facteur nutritionnel. Il y a des maladies qui ne peuvent pas du tout être influencées par l'alimentation, mais il y en a certaines qui le sont. Et donc on répète un petit peu en boucle depuis tout à l'heure le foie, le système cardiovasculaire, les cancers, l'équilibre glycémique, voilà, l'équilibre cérébral, l'immunité, voilà. Ça, c'est vraiment les parties sur lesquelles les aliments peuvent avoir un impact. On va terminer par notre sixième famille évoquée aujourd'hui, donc la famille des fruits de mer, qui est bien connue, je crois, pour être particulièrement intéressante. Après, est-ce qu'on le met en pratique? Je pense pas toujours. Donc les bulots, le calamar, les coques, les coquilles Saint-Jacques, le crabe, les crevettes, les écrevisses, les huîtres, les moules, les fruits de mer apportent peu de calories, mais beaucoup de protéines complètes, comme de la viande, comme du poisson, comme des œufs, et une ribambelle de vitamines. Regardez, vitamine A, B1, B2, PP, B5, B6, B12, D, E, c'est vraiment la totale, avec dans la partie des minéraux du zinc, du cuivre, du sélénium, très important le zinc et le sélénium, qui sont des très puissants antioxydants, l'iode, le magnésium, le phosphore, le fer, le manganèse. Donc là, je vous ai pris en diapositive 23 l'exemple de la moule avec une teneur nutritionnelle pour 100 grammes. Là, je me suis arrêtée à une portion de 100 grammes qui équivaut à peu près à une portion de ce qu'on pourrait consommer. Donc ça nous apporte 17 grammes de protéines. Ça nous apporte quand même 60 mg de calcium. On a besoin de 750 mg de calcium par jour, donc c'est quasiment 10%, c'est pas rien. Du fer, 4 mg, 28%. De l'iode, 106 microgrammes, l'iode très intéressante également dans plusieurs domaines, domaine cérébral, domaine de la thyroïde, le magnésium, qui est le minéral de base dont on avait beaucoup parlé la dernière fois parce qu'il est en jeu dans toutes les cellules de l'organisme. Donc lui, c'est vraiment le premier minéral qu'on essaye d'équilibrer dans la micronutrition. Le phosphore, le potassium, sélénium et zinc, voilà, très, très particuliers
au domaine de la mer. En diapositive 24, on peut à nouveau dire que les vertus des fruits de mer sont multiples, avec notamment leur activité antioxydante, avec notamment leur activité anti-inflammatoire, un pouvoir de cicatrisation, l'équilibre thyroïdien, et tout ça joue généralement sur l'organisme dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires, dans la lutte contre les cancers, dans la lutte contre l'hypothyroïdie, dans la lutte contre l'ostéoporose, et également pour la santé de la peau. Donc beaucoup de domaines d'application. Alors, pour terminer, voilà, pour conclure même, je vous propose de revenir en diapositive 25 à ce schéma que j'ai proposé au tout début, qui est un rappel des sous-familles alimentaires qu'on peut essayer d'aller explorer. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui, cette petite discussion permet une introduction à la biochimie, hein, vraiment des aliments, c'est-à-dire comment ils agissent au plus près des cellules, de façon vraiment voilà, microscopique, et que ça pourra vous donner envie de poursuivre ces recherches, parce que vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'autres sous-familles, et même dans les sous-familles qu'on a abordées aujourd'hui, je n'ai abordé à chaque fois en précision qu'un aliment. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à aller explorer voilà, pour continuer de développer ça. Je trouve qu'il est vraiment notable aussi, si on pouvait souligner un élément, c'est que dans le domaine végétal notamment, eh bien, il y a vraiment beaucoup de bénéfices nutritionnels à tirer, à aller creuser, parce que le terme fruits et légumes, il est réducteur. Voilà. Je pense que quand on se dit fruits et légumes, on pense assez rapidement à des choses classiques, hein, pommes, poires, courgettes, tomates. Il est vraiment important d'aller fouiller dans les sous-familles, peut-être un petit peu sous-consommées. Donc encore une fois, toutes celles qui sont sous vos yeux et qu'on a essayé de détailler un petit peu depuis le début de cette présentation. Explorer davantage la diversité des végétaux comestibles, donc, et notamment dans ce que l'agriculture locale peut nous fournir, parce que ce qui pousse à côté de chez nous, ce qui pousse sous notre climat, c'est ce qui donne le plus de disponibilité des micronutriments. Évidemment, quand c'est forcé, quand c'est poussé sous serre ou quand on le cueille pas à maturité pour que ce soit transporté longuement dans des bateaux ou dans des avions, ben, ça perd de sa valeur micronutritionnelle. Donc voilà, c'est chouette de faire ce lien avec l'agriculture locale, sachant qu'en plus, vraiment, on a beaucoup de production autour de chez nous. On a la chance, là, à Narbonne, d'avoir pas mal de choses disponibles. Peut-être que ça peut être intéressant de partir des nouveautés alimentaires pour vous, qui sont les plus faciles d'accès, voilà, qui vous donnent le plus envie, avant d'aller d'emblée vers des choses qui peuvent vous paraître, alors là, à chacun, hein, c'est différent, peut-être très compliqué ou très difficile à cuisiner ou pas du tout dans votre système de goût habituel. Voilà, commencez par les choses qui sont les plus proches. Et en rappelant aussi également que plus on se met à cuisiner, même simplement, et plus on a de chances d'utiliser des aliments bruts. Et ce sont ceux-là qui sont les moins transformés et qui sont les plus riches en micronutriments. Et enfin, un dernier point, pour préserver au maximum les micronutriments, c'est de faire attention à la destruction par la chaleur et par la lumière aussi, hein. Donc ça, on le voit par exemple dans les bouteilles d'huile qui sont dans des verres, sous des verres opaques pour protéger la lumière, ou c'est aussi l'intérêt tout simplement d'un placard hein, fermé ou d'un endroit un peu frais, d'essayer de consommer la moitié des végétaux crus, ou alors cuits de façon à ce que la température n'aille pas trop fort, hein, avec des basses températures. Voilà, ça permet de préserver au maximum les micronutriments de toutes ces sous-familles. Et pour finir, la diapositive 6, c'est des petites ressources que vous pouvez trouver sur Internet qui peuvent peut-être vous aider.
Donc en tout dernier, vous voyez le site de l'ANSES, www.sical.anses.fr, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la teneur nutritionnelle des aliments. Donc ça, voilà, ça peut être intéressant, on va dire intellectuellement, mais c'est pas très concret. Voilà, c'était juste pour connaître, enfin, si vous avez envie de connaître très précisément la teneur de certains aliments, ben, là-dedans, sur ce site, vous aurez les données nationalement, on va dire, voilà, admises. Et puis, il y a le site national du Programme national nutrition santé, www.manger.fr. Donc là, le Programme national nutrition santé nous propose des repères généraux, hein, des choses pas trop compliquées pour qu'on sache à peu près s'orienter. Mais il y a un outil dans ce site qui s'appelle la fabrique à menus, qui est, qui est très intéressant, enfin qui peut être soutenant pour les gens qui se demandent qu'est-ce que je vais manger. Et donc là, par saison, par semaine, il y a des listes entières de menus, voilà, de saison équilibrées pour vous donner peut-être des petites idées quand vous manquez d'inspiration ou tout simplement quand vous avez envie de nouveautés. Et pour la partie culinaire, je vous conseille d'aller voir le site d'Interfel qui s'appelle www.lesfruitsetlegumesfrais.com au pluriel. Il y a une ribambelle de recettes, de calendriers de saison, des petites fiches par fruits, par légumes, ce qu'ils apportent, beaucoup d'idées de recettes et beaucoup d'idées aussi simples et à faire avec les enfants. Donc je trouve que c'est une ressource qui peut être intéressante pour aider voilà, à développer un petit peu euh, le règne végétal, on va dire, dans votre alimentation. J'ai terminé, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à bientôt de vive voix, j'espère, puisque je crois que on va s'orienter vers ça désormais, donc pour une rentrée plus classique. Et puis merci encore à vous de nous avoir suivis ces derniers mois dans ces webinaires. Oui, merci beaucoup Marilyn du coup pour cette intervention. Il y a des remerciements dans le chat également. Donc merci beaucoup pour ce webinaire. Et bien sûr, vous pourrez trouver le replay de ce live et également le replay du premier live sur la micronutrition sur la chaîne YouTube de la Maison de la Prévention Santé. Voilà, merci beaucoup et nous allons nous quitter. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.